Bonjour à tous, bonjour à tous. Nous sommes ici pour parler de cette journée de Gimel Tammuz, le 3 Tammuz, le jour de la disparition physique du Rabbi. Et notre deuxième partie s'attache à l'importance de l'apport du Rabbi dans le monde. Alors juste avant, j'aimerais quand même qu'on puisse écouter ensemble un autre nigun. Un nigun puisque, évidemment, dans la chassidoute et le chassidisme, le nigun est très important. Qu'on apprenne, qu'on écoute ensemble un nigun qui s'appelle Anim Zmirot. Est-ce que, dans quelles circonstances en général le rabbi partageait ou enseignait certains chants? Le rabbi avait pris l'habitude d'enseigner un chant le soir de Simchat Torah, après les Hakafot. Le rabbi à l'époque prenait le repas de fête chez sa belle-mère. Et puis ensuite, il redescendait vers 3 heures ou 4 heures du matin. Et il enseignait un chant à ce moment-là. Il a cessé de le faire au moment du décès de sa mère, c'est-à-dire en 1964, Tafshin Chafeh. Et le dernier nigun qui a été enseigné par le rabbi pour l'instant, c'est la Marseillaise. Très bien. On écoute Anim Zmirot. Parlons de l'apport du rabbi dans le monde. Alors, j'aimerais qu'on puisse traiter cette question d'abord du point de vue philosophique et ensuite du point de vue institutionnel. Alors, philosophiquement parlant, est-ce que la notion du chassidisme, je dirais de la 7e génération, c'est-à-dire du rabbi Menachem Mendel, cette notion est-elle différente des générations précédentes? Est-ce qu'il y a une évolution dans la pensée chassidique? Fondamentalement, bien sûr. Le rabbi a fait évoluer les rapports au sein du peuple juif. Je pense qu'encore dans un passé récent, et en tout cas juste après la guerre, il y avait une relation de défiance entre les différentes composantes du peuple juif. Pour un juif pratiquant, celui qui n'était pas pratiquant était effrayant, et on l'évitait. Et donc le rabbi a montré l'unité du peuple juif. Je crois qu'il faut voir véritablement l'apport du rabbi. Le rabbi a fait sauter les barrières, les différences entre les religieux, pas religieux, ceux qui étudient, ceux qui travaillent. Le rabbi a construit quelque chose de nouveau et il a mis en évidence l'unité du peuple juif, sans doute dans une proportion qui n'a jamais existé au préalable. Alors peut-être que c'est peut-être la révolution technologique aussi qui fait quelque chose, puisque je dirais le rabbi c'est le premier à avoir... Il faut le dire à l'inverse. Oui. La révolution technologique, c'est la conséquence de la manière dont le rabbi a choisi de diriger cette génération. Alors, on a avec nous, par Skype,
visioconférence, technique qu'on utilise très fréquemment en ce moment, on a avec nous une personne qui ignore peu de choses de la technologie moderne, puisqu'il est docteur en sciences et chercheur en mathématiques, en plus rabbin de communauté et je rajoute chevalier de la Légion d'honneur. On a donc le docteur Gary Shalom Cohen avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, cet aspect technologique et le rabbi. Alors, l'aspect technologique par rapport au rabbi revêt deux dimensions. Il y a la technologie elle-même. Je ne sais pas si vous savez, mais le rabbi a été le premier juif religieux à demander qu'il y ait des émissions de radio religieuses. Il avait demandé qu'on fasse un cours de Tanya à la radio. Il y avait à l'époque à New York une radio juive. Et il a loué du temps de radio pour faire un cours de Tanya. Ça a soulevé d'ailleurs à l'époque un tollé général des juifs orthodoxes disant que la radio était quelque chose de proscrit. Et le rabbi était bien en avance sur son temps, puisqu'il a demandé qu'on diffuse le Tanya par la radio. Et donc, pour le rabbi, la technologie était un moyen de propager beaucoup plus vite la Torah. On le voit en pratique à l'époque, quand on avait une question de loi juive à poser, il fallait écrire une lettre, ça peut être un certain temps arrivé, et on recevait la réponse par courrier. Maintenant, il suffit d'avoir un téléphone, et même par Internet, on peut avoir directement la réponse. Donc, la technologie a permis de diffuser de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus large les idées de Chassidut et la Torah en général, parce que le but du rabbi n'était pas que la Chassidut, c'était de diffuser la Torah dans sa généralité. Et ça, c'est une révolution du rabbi ? Oui, parce que dans le monde orthodoxe, tout ce qui était technologique était proscrit. C'était le diable. Faut le dire. La radio, diffusion extérieure était proscrit également. Radio, télévision. N'oublions pas que le premier site internet religieux a été fait par un chassid, un rav d'un chassid qui n'est plus de ce monde malheureusement. C'était le fameux site de chabad.org. Et c'était vraiment le premier. Personne n'avait eu l'idée auparavant de faire un site religieux. Et quand il l'avait fait, les premières semaines déjà, il y avait une rubrique poser une question à un rabbin. Les premières semaines déjà, il y avait des centaines de questions qui lui étaient adressées. Donc la révolution technologique a été tout de suite comprise par le rabbi et par les chassidim comme un moyen extraordinaire de diffuser la Torah. Donc le rabbi était en avance sur son temps. Comment ? Le rabbi était en avance sur son temps. De toute façon, vous savez, quand le Gimel Tammuz, le rabbi est parti de ce monde, j'étais dans une conférence à côté de New York et j'avais acheté des journaux. Et c'était très intéressant parce qu'il y a un journal israélien, je ne sais pas si c'est Yediot ou Maariv, dont le titre principal dans la première page était maintenant, avec qui vas-tu pouvoir parler des voyages dans l'espace? Avec quel amour tu vas pouvoir parler des voyages dans l'espace? Le rabbi était connu par la communauté juive tout entière, religieuse ou pas religieuse, comme un homme de connaissances scientifiques. On s'adressait à lui, on lui posait des questions, etc. Bon, la relation du rabbi avec la science, c'est un chapitre en lui-même. Mais ce que je veux dire, c'est que le rabbi savait que de toute façon, les choses ne venaient pas par hasard. Et le développement de la technologie était un moyen, il fallait saisir pour diffuser la Torah. Vous savez, aux critiques que l'on avait posées au rabbi sur justement ces émissions de radio, le rabbi a répondu que le Talmud nous dit que l'or n'a été créé que pour la beauté du Beit Hamikdash, la beauté du temple. Malgré cela, nous voyons que l'or a été la cause de morts, de guerres, de choses terribles. Il dit oui, mais ce n'est pas parce que ça a été la cause de ça, puisque l'homme a le libre arbitre, même lorsque quelque chose est créé pour le bien, ça peut être utilisé de l'autre côté, mais n'empêche que ça a été créé pour ça. Et le rabbi disait que le développement des sciences était un signe qu'il fallait accélérer la diffusion de la Torah et par cela accélérer le processus qui amènerait au temps messianique. Et vous, en tant que scientifique, ça a changé quelque chose ?
C'est-à-dire, Moi, cette approche du rabbi, ça a changé votre vision de la science? est-ce que ça a changé ma vision de la science? Oui. C'est-à-dire que le point de vue du rabbi est un point de vue qui est complètement fondé sur ce que dit la Torah. Et donc, en tant que scientifique, ça m'a fait prendre des positions qui n'étaient pas toujours celles de mes collègues. Mais pour moi, c'était une évidence. Ceci dit, même avec mes collègues scientifiques, quand je parlais des points de vue du rabbi sur la science, beaucoup se rangeaient à mon avis et disaient que finalement, il avait raison. Si je peux me permettre, je disais qu'il y avait deux dimensions à la technologie par rapport à lui. La première dimension, donc, c'était un moyen de diffuser la Torah, comme nous l'avons dit, mais une deuxième dimension, c'est que l'avance scientifique en général, il y a une sikha de Noach du Rabbi, où il explique que l'avancée scientifique en général nous donne une meilleure compréhension du monde, et cette meilleure compréhension du monde va nous donner une meilleure compréhension de la Torah. Il donne un exemple très simple. À l'époque, vous savez, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit qu'un homme doit toujours penser qu'il y a trois choses. Il y a un œil qui le regarde, il y a une oreille qui l'entend, et ses actions sont écrites dans un cahier. Quand on enseignait votre historique Internet. Oui, quand on enseignait ça à un petit enfant à l'époque, il devait faire un effort d'imagination pour ça. Maintenant, nous savons que nous sommes surveillés partout. Il suffit d'avoir Google pour savoir où on a été, où on est parti, d'où on est venu, etc. Maintenant, on sait que, comme le verset dit, si Dieu a créé l'œil, il voit lui-même. Si Dieu a créé Google, c'est évident qu'il peut savoir partout où on va. Mais le Rabbi dit plus que ça. Il dit que la science elle-même nous donne une autre vision du monde. Et il donne l'exemple de la mécanique quantique qui a montré, enfin la mécanique corpusculaire en général, qui a montré que le monde était constitué entièrement de particules d'énergie qui ont fait donner des particules de matière. Et il dit ça, cette découverte elle-même montre l'unité du monde, montre l'unité de la création. Quelque chose dont qu'on avait du mal à imaginer auparavant. Vous savez que le Talmud dit qu'il n'y a pas deux êtres dans le monde qui sont identiques. Donc la création est faite d'une multitude d'êtres différents. Et la science, nous dit le Rabbi, nous a montré que finalement, à la base de toute cette multitude d'êtres différents, il y a toujours la même chose. Il y a une énergie qui s'est transformée en matière, etc., etc. C'est ce que dit la science. Et il dit qu'il faut prendre cela comme une façon de mieux connaître la création et de mieux connaître Dieu. Alors, est-ce qu'on peut dire que le rabbi, je demande à vous tous, hein, est-ce qu'on peut dire que le rabbi, c'est un homme d'unité en réalité? C'est-à-dire de retrouver l'unité du peuple juif, l'unité de l'univers, faire tomber les conflits entre les uns, les autres, le monde, la religion, la technologie, etc. C'est Dieu qui est un Dieu d'unité. Et le rabbi l'a mis en évidence dans le monde. Et c'est quand même nouveau comme truc. Le rabbi a mis en évidence beaucoup de choses nouvelles qui, en fait, ont toujours existé au sein du judaïsme. Par exemple, le Shulchan Aruch nous dit que sur une mezouza, c'est écrit Shin Dalet Yud parce que c'est les initiales de Shomer Daltot Israël. Il protège les portes d'Israël. Malgré ça, tous les sages, à chaque époque, n'ont jamais fait une relation entre la mezouza et la protection physique de la maison. Alors que le rabbi, à quelqu'un qui est arrivé quelque chose chez lui à la maison, il demande de vérifier les mezouzotes qui sont à ses portes. Alors il n'y a pas un élément nouveau, puisqu'on voit que c'est mentionné clairement dans le Shulchan Aruch. Et pourtant, l'initiative de demander cette vérification est un apport spécifique du rabbi. C'est un petit peu ça aussi l'idée de Mashiach. C'est le Hachem Echad qui devient une évidence dans le monde. Cette unité de Dieu qui devient une réalité tangible pour nous tous. Oui, Gary, vous voulez dire quelque chose? Oui, ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, on y raconte une histoire chez Chassidim. Il y avait un tzaddik qui montait sur un glacier en Russie, un glacier que personne ne pouvait escalader. Et les gens autour de lui étaient très étonnés. Et un jour, ils lui ont posé la question. Ils lui ont dit, mais comment vous arrivez à monter sur ce glacier? Il a dit, c'est très simple. Quand on est attaché en haut, on ne tombe pas en bas.
lui était attaché à Dieu, donc il ne pouvait pas tomber. C'est la même chose. Pourquoi le rabbi est un homme d'unité? Parce qu'il était complètement attaché à Dieu. Et Dieu, c'est l'unité. Donc, à travers son attachement à Dieu, il voyait l'unité du temps, de l'espace, des événements. C'est pour ça qu'il pouvait faire la relation entre des choses qui nous paraissaient très étrangères a priori. Alors c'est peut-être pour ça, enfin, je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais c'est peut-être pour ça que, puisqu'on parle d'unité, le rabbi était... Parce que dans le terme unité, il y a le terme union, mais aussi il y a l'unité, il y a le un. C'est peut-être pour ça aussi qu'il était très attaché au un, à une personne, à une mitzvah, l'importance de faire une mitzvah. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Le rabbi était attaché à chaque juif, chaque mitzvah que pouvait faire, comme on l'a dit tout à l'heure, l'importance de chaque juif, et chaque mitzvah qui pouvait être accomplie encore par un juif qui allait accomplir encore une seule mitzvah. Si je peux me permettre, ça allait même au-delà des juifs, puisqu'on a d'ailleurs, lors des dernières manifestations Black Lives Matter, etc., on s'est rendu compte qu'il y a plein de vidéos qui sont sorties où comment le rabbi il a influencé ses voisins, l'humanité. Donc les Sheva Mitzvot Bnei Noach, les 7 lois noaïdes que le rabbi a souhaité diffuser à l'ensemble de l'humanité. Donc il y a cette idée de l'unité, de l'unité, de l'unicité. En fait, le rabbi a inventé la notion de food stamps aux États-Unis, les subventions qui sont données pour. Comment ça, là, c'est un scoop là? Hein? C'est un scoop? Non, c'est pas un scoop, c'est connu. C'est le rabbi a demandé que les food stamps soient créés, et le rabbi a dit que ça doit être spécifiquement pour le Chinatown, pour la communauté asiatique, qui bien souvent a beaucoup plus de difficultés alimentaires que les autres communautés. Donc quelque part, il s'est soucié, mais en réalité de tout le monde, au-delà de le monde entier. Il y avait des commentaires du rabbi, je me souviens, où le rabbi demandait que les pays riches, les pays industriels, ne soient pas regardants pour exiger le remboursement de la dette des pays pauvres, et qu'ils devraient faire plus de crédit et même abolir ou totalement une partie de cette dette des pays pauvres, et que les pays riches devaient prendre conscience que finalement, s'il y a une partie du monde qui reste dans la misère, ça se retournera contre l'hémisphère riche finalement. Et puis bon, il y a tous les fameux commentaires des années 90-91, quand il y a la dissolution de l'URSS, où il y a eu la grande conférence du désarmement, et que le rabbi a dit que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on voyait qu'un empire, l'empire soviétique à l'époque, qui s'était donné pour but de conquérir le monde par la violence, y a renoncé pacifiquement de lui-même, sans qu'il ait fallu mener de guerre pour cela. Et le rabbi a mentionné que c'était un événement absolument unique dans l'histoire de l'humanité. Et la génération d'avant a dû payer cher pour arriver au bout d'un autre empire totalitaire. Et le rabbi a dit, c'est un véritable miracle au niveau de l'histoire. En tant qu'historien, j'étais très sensible à ce discours, évidemment, parce que j'avais fait ma maîtrise d'histoire sur les relations internationales. Mais c'était évident. Et quand le rabbi disait, le plus grand miracle, c'est que les gens ne se rendent même pas compte que ce qui se passe dans la tête des dirigeants soviétiques, d'abolir leur dictature et d'accepter de s'asseoir dans une conférence mondiale de la paix où on va abolir une grande partie des stocks nucléaires, c'est une chose qui n'a jamais existé dans l'histoire. Et le rabbi a salué ce qu'il estimait être un miracle à l'époque, en disant que c'était un miracle qui annonçait les temps messianiques, en disant que ce qu'on voit sous nos yeux, c'est la réalisation de la fameuse prophétie de Ishayahu, de Isaïe, le jour viendra où les êtres humains fondront le fer de leur lance pour en faire des socs de charrues. Et puis il répétait... conférence sur le désarmement. Voilà, c'était en 91. Il répétait, ouvrez les yeux. Oui. Mashiach est là. Un élément très intéressant, le Rav Shem Tov, un des émissaires du Lubavitch, du Rabbi de Lubavitch dans les années 60, c'est-à-dire vraiment très très loin de la situation et de l'exacerbation qu'on connaît à l'heure actuelle. Il a commencé à l'époque à intervenir auprès de la Maison Blanche. Et donc, il a interrogé le rabbi sur des directives. Donc, il s'attendait à des choses très précises, très terre-à-terre. La première idée que le rabbi a évoquée devant lui, le rabbi dit, il y a une chose qui doit être réparée parce que c'est une erreur fondamentale. On a l'habitude de parler de civilisation judéo-chrétienne. Et le rabbi dit, cette notion est une erreur parce qu'en parlant de civilisation judéo-chrétienne, on crée une frustration de l'islam. Et donc le rabbi a dit... Les années 60. Dans les années 60. Le rabbi a dit, la première chose qu'on doit faire, c'est de parler de civilisation judéo-christo-islamiste.
Alors, il y a un aspect... alors, il y a un, alors, il y a un aspect qui est... dire qu'on y arrive. De toute façon, on a bien compris, il était précurseur. Alors, il y a un aspect qui est très marquant dans la façon, on va dire, d'aborder les questions ou des différentes thématiques du rabbi, c'était la rigueur intellectuelle. On a souvent l'habitude, je vais pas, c'est sans faire aucune critique, mais souvent l'habitude parfois d'avoir des discours, on va dire, où on essaye d'emballer la foule, mais avec des notions générales. Là, le rabbi était, je dirais, précis dans chaque chose, à la recherche presque de entre guillemets, de la petite bête. C'est-à-dire, pourquoi c'est écrit sous cette forme et pas sous une autre? Ça évoque quoi? C'est nouveau, il y a une tradition quand même chez les maîtres de Chabad. On voit que le rabbi a institué une étude quotidienne du Maïmonide. Et on voit que le Maïmonide a toujours été une personnalité prépondérante chez les Rebbeim, chez les maîtres de Chabad. Quand on étudie le Mishneh Torah, l'ouvrage fondamental du Rambam, on ne peut pas ne pas être frappé par son esprit de synthèse. Le Rambam vit à une époque où le Shulchan Aruch n'a pas encore été rédigé, où tous les ouvrages qui synthétisent les mitzvot n'ont pas été rédigés. Donc le Rambam, le Maïmonide, arrive à faire la synthèse dans son esprit de tous les enseignements talmudiques, et son ouvrage est présenté d'une manière systématique. On retrouve cette rigueur d'esprit chez le rabbi. Bon, il n'est pas surprenant que le rabbi ait instauré cette étude quotidienne. Là, il y a une tradition chassidique, une tradition de nos maîtres, que sans doute le rabbi, comme il l'a fait dans d'autres domaines, a élevé vers des proportions beaucoup plus importantes. Alors, juste avant d'avoir l'avis de Gary qui est avec nous, je voudrais quand même vous présenter, puisque je ne l'ai pas fait, le Rav Binyamin Appelbaum, qui est chaliar du rabbi dans le 6e arrondissement à Paris, et qui quand même, si je peux me permettre, vous avez traduit le Tanya en français, et maintenant l'œuvre de Maïmonide, de Rambam, de Mishneh Torah. C'est en cours. Et voilà, c'est en cours. Vous avez quoi à dire là-dessus? Cet apport intellectuel, la rigueur intellectuelle quasi universitaire. Concernant le Maïmonide, il y a une vraie volonté d'éducation. Le Maïmonide a eu cette volonté de transmettre la Torah aux générations ultérieures. Le Talmud était rédigé en araméen, la langue de l'époque, et c'était une langue qui n'était plus vraiment parlée à l'époque de Maïmonide. Maïmonide l'explique très bien dans sa Hakdama, dans son introduction au Mishneh Torah, le besoin d'aujourd'hui de cette œuvre-là, de cette œuvre nouvelle qui va être donc ce Mishneh Torah. Chez le Rabbi, on a trouvé aussi cette volonté d'éducation, de transmettre la Torah à chacun, cette idée d'unité. Chacun, quel qu'il soit, peut apprendre la Torah. Chacun a sa part dans la Torah. Donc le judaïsme est devenu un. Il n'y a plus deux façons d'aborder le judaïsme. Il y a un seul et unique judaïsme plutôt. Il existait à son époque de nombreux courants qui... quand on voit par exemple ce texte... Mais est-ce que c'est le fait de l'avoir marqué, de l'avoir formaté, ou ça va plus loin que ça? Il a défini les contours. Il y avait de très nombreux courants à son époque qui étaient par exemple des courants qui voyaient un Dieu avec une image. Hein, lorsque le Rambam dit « quiconque pense que Dieu a une forme ou que Dieu a une apparence. » Et on retrouve, mais c'est quand même paradoxal, parce que d'un côté, on retrouve cette rigueur intellectuelle, et d'un autre côté, il y a une très grande démocratisation de la connaissance, c'est-à-dire cette volonté que tout le monde puisse avoir accès à la connaissance, et c'était ça l'esprit par la du Maïmonide. technologie, on l'a déjà dit. Lorsqu'on lit la Hakdama, l'introduction du Maïmonide à son Mishneh Torah, c'était une volonté que chacun puisse avoir accès à la Torah. Plus on est précis, plus on est global. C'est ça, tout à fait. Bien sûr. La plupart des ouvrages du Maïmonide ont été écrits en arabe. Donc le désir de vulgarisation est évident. Qu'est-ce qu'en pense Gary? Je vois que vous voulez intervenir. Je peux me permettre, je vais revenir au Rabbi. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les sichot du Rabbi, qui sont des discours, ce qu'on peut appeler des drashot, des commentaires sur des versets de la paracha en général, où il explique, il pose des questions, il donne des réponses. Ces sichot, chez les chassidim, ont toujours été des choses moins profondes que ce qu'on appelle un mahamar, qui est une dissertation sur des notions chassidiques très profondes, etc. En particulier, les premières sichot, les 4 premiers volumes des sichot,
sont connus pour être des sirots faciles. Il y a une anecdote avec un grand érudit qui faisait partie de la mouvance de Satmar, qui un jour a trouvé une sikha du rabbi sur une table, l'a étudiée et a dit « Je suis stupéfait ». C'était une des premières sirotes. Il a dit « Je suis stupéfait. Comment on peut, en 8 pages, mettre autant de références ? Comment dans 8 pages il peut y avoir autant d'érudition ? » Ça caractérise le rabbi. Quand le rabbi parle de choses très générales et très compréhensibles, chaque mot qu'il dit est étayé par une référence. Rien n'est mis au hasard. Il fait bon, on sait que le rabbi avait une connaissance encyclopédique du Talmud et de tous ses commentaires. Et ça on le voit. Et ça, c'est un peu la force du rabbi. C'est de prendre des textes qui semblent simples, que l'on peut aborder au niveau le plus simple, et y mettre dedans une érudition qui peut émerveiller même des grands érudits de la Torah. Et ça, on l'a vu en pratique dans cet exemple et dans beaucoup d'exemples. Et ce que je peux dire, il y a un mot que j'ai entendu du père de Rav Azimov, à la Vachalom. Il m'a dit, tu sais, regarde, dans les sirotes du rabbi, il y a des notions de chassidout qui, auparavant, étaient réservées aux grands masculines, aux gens qui savaient s'approfondir sur le chassidisme, qui pouvaient approfondir les textes chassidiques, utiliser les textes les plus difficiles. Le rabbi a pris ces notions, il les a mis à la portée de tout le monde. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La grandeur de celui qui a de la rigueur, c'est de pouvoir transcender tous les niveaux. Le rabbi pouvait parler au niveau le plus haut d'érudition, comme à l'homme le plus simple, sur le même texte, parce que chacun pouvait trouver le niveau auquel il correspondait. Alors, on n'a plus beaucoup de temps et on va encore aborder 2 aspects, la positivité et ensuite l'aspect institutionnel. La positivité, quelqu'un a quelque chose à dire, parce que moi, je trouve quand même extraordinaire, le rabbi qui a quand même une vie pas si facile que ça, et quand même, la positivité chez lui, c'était quelque chose de fascinant. Il n'y avait pas un moment où on avait l'impression qu'on allait tomber dans le désespoir. Il y avait... Qu'est-ce que vous en dites ? Il s'agit d'une façon systématique de considérer les choses. Le rabbi trouvait toujours l'aspect positif qu'il y avait dans chaque chose. Et donc, le rabbi a une idée force. Le rabbi nous dit bien souvent la positivité ou son contraire, c'est ce que l'homme se crée soi-même. Il y a une lettre du rabbi qui m'a beaucoup frappé, qui est imprimée. Le rabbi dit, il y a 2 catégories de chassidim. Il y a des chassidim du bonheur et des chassidim du malheur. Chassidim du bonheur, c'est ceux qui sont heureux d'avoir des bonnes nouvelles à m'annoncer. Et les chassidim du malheur, c'est ceux qui annoncent les mauvaises nouvelles, mais que quand ils ont des bonnes nouvelles, ils oublient complètement de les annoncer. Et le rabbi dit, vous faites partie de la 2e catégorie, et le malheur qui vient de vous arriver, c'est parce que Dieu voulait que vous m'écriviez, et Dieu savait qu'il n'y a pas d'autre possibilité que vous m'écriviez, de vous envoyer ce malheur. C'est la meilleure façon qu'on peut donner d'une vision positive, qui n'est pas uniquement une vue de l'esprit, mais qui est une application concrète dans la vie. Ce qui est aussi d'ailleurs, par exemple, quand le rabbi a reçu les soldats de Tzahal, qui étaient des soldats handicapés, donc blessés de Tzahal, le rabbi va leur parler pendant plus d'1 heure et expliquer qu'ils sont en fait les excellents. C'est l'excellence de Tzahal. A complètement transformé le concept d'handicap en excellence. Quand il s'agissait d'enfants spéciaux atteints d'un handicap, il demandait à révéler l'excellence de cet enfant et qui va d'ailleurs révéler les autres moyens que cet enfant a et utiliser toutes ses capacités. Donc éveiller la même chose chez chacun, comme d'ailleurs aux États-Unis a demandé à instaurer la minute de silence dans les écoles, afin que chacun puisse penser à sa propre croyance. Pour encore éveiller sa positivité, comment positiver le monde et son entourage. Alors, on ne vous a pas présenté, Mendel Nissenbaum, mais vous êtes le délégué Lubavitch à Saint-Quentin en Yvelines. Depuis combien de temps ? 14 ans. Depuis 14 ans. Justement, parlons de l'aspect institutionnel.
Le judaïsme, décidément, on peut dire qu'il y a un avant et un pendant. Je parlerai pas d'après, mais il y a un avant et un pendant. C'est-à-dire, il y a un avant avant le rabbi et pendant le rabbi. Je crois que c'est. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, on est dans l'âge d'or du judaïsme. Je crois que jamais ça a été aussi facile de pratiquer son judaïsme partout dans le monde, que ce soit en France, en Argentine, ou j'en sais rien, moi, n'importe où. Vous pouvez aller en Inde. Moi, je vais au Japon, en Chine. Alors, vous savez que le rabbi, quand il est arrivé aux États-Unis, avait un emploi à temps partiel dans la marine américaine. Donc, il travaillait tous les jours de 9h à midi. Et donc, on dit que comme il travaillait jusqu'à midi, donc à midi 1, il n'était plus là et il regagnait vite son bureau au 770. Et puis, donc, les cadres de la marine avaient l'habitude à midi de faire des réunions entre eux et de reconstruire le monde. Et puis, il s'est aperçu qu'il n'était jamais là. Et puis, une fois, on lui a dit, aujourd'hui, il y a une réunion où la présence est obligatoire. Et donc, le rabbi est resté, puisqu'on lui a dit que la présence est obligatoire. Et donc, on lui a dit, le thème de la réunion aujourd'hui, c'est de se demander comment sera le monde dans 80 ans. Et à ce moment-là, donc il y a eu un tour de table. Quand le rabbi a pris la parole, le rabbi a dit, dans 80 ans, il y aura un Beit Chabad dans chaque endroit du monde. Et dans n'importe quel endroit du monde, quelqu'un pourra entrer dans un endroit où on lui donnera tout ce qui est nécessaire pour mettre en pratique son judaïsme. Donc, à ce côté chef d'entreprise. Il y a ce côté émissaire de Dieu dans le monde. Et donc, faire en sorte que quelques instants avant la délivrance, chacun puisse mettre en pratique. La Gemara nous dit « En lecha adam she'en lo sha'a ». Personne ne peut dire jamais le déclic ne s'est produit. Le rabbi, c'est le déclic de tout le peuple juif. Oui, Mendel. C'est-à-dire que le rabbi s'est appuyé sur ce texte du Maïmonide en disant qu'il faut regarder le monde sur une balance qui est à l'équilibre. Une seule action peut transformer le monde. Une seule action peut emmener la délivrance et la rédemption au monde tout entier. Donc il fallait absolument délivrer et faire quelque chose pour le monde. Quand le rabbi arrive en 1950-51, il y a quelques émissaires éventuellement au Maroc, en Afrique du Nord, un peu aux États-Unis, mais pas plus. Aujourd'hui, il s'agit de plus de 4900 familles dans 100 pays différents. Uniquement en Antarctique, qui est le seul continent où il n'y a pas encore de Beit Chabad. En Paris, France, région parisienne. Alors, région parisienne, on est à 200 familles, et en France, à 250 familles. Il y a 382 institutions sur Chabad on campus, les universités à travers le monde. L'idée, bien sûr, c'est-à-dire que le rabbi était très pragmatique, je vais dire. D'un côté, c'est la question de la proximité. Bien sûr. C'est-à-dire, en même temps, il y a l'étude, la concentration, le chassidisme. Le rabbi n'était pas... Plus le service. Le leader. On rajoute l'aspect service au judaïsme. On a rajouté une nouvelle... Le rabbi n'était pas le leader d'une communauté, mais du monde tout entier. C'est-à-dire, il fallait apporter le bien au monde. Donc, ouvrir un Beit Chabad, envoyer un shaliach, c'est-à-dire qu'on puisse être n'importe où, dans n'importe quelle île déserte, à travers le monde, pouvoir manger une escalope de poulet. Cachère, évidemment. Il y a Gary Cohen qui voulait intervenir. Je rappelle la lettre que le rabbi avait envoyée à Ravodimov quand il a ouvert le premier Beit Chabad de Paris, c'est-à-dire à la rue Lamartine. Il avait dit qu'il faut savoir que, justement, au-delà de l'aspect institutionnel du Beit Chabad, le Beit Chabad est un endroit où on peut se protéger du froid. La connexion se fait un peu mal. Si vous pouvez répéter. Le Beit Chabad, c'est... On coupe ensuite. Le rabbi a écrit quoi dans la lettre, si vous pouvez dire? Il a dit que le Beit Chabad, c'est un endroit où on peut se protéger du chaud quand il fait chaud dehors, du froid quand il fait froid dehors. C'est-à-dire que le Beit Chabad est là pour réconforter par le judaïsme, dans la chaleur du judaïsme, contre la chaleur du Yetzirah, de Kéol, etc. Le Beit Chabad n'est pas seulement une institution, c'est une entité qui est là pour que le juif se sente bien lorsqu'il rentre là-bas. Et donc, ça, c'est une vraie révolution qu'a amené le rabbi. Nous le voyons en pratique. Toute personne qui a eu à faire des voyages et qui s'est retrouvée un jour dans un Beit Chabad, il a dit, je me sentais chez moi.
Et c'est ça la définition, à mon avis, la plus importante du Bet Rabbah. On revient à cette idée de l'unité, de l'universalité et de la proximité. Bien. Oui, dernier mot. Vite, à propos de ce qui a été dit concernant la place de chaque juif et l'utilisation des technologies. Aujourd'hui, ce sont beaucoup de choses qui sont devenues une évidence pour tous. On trouve des sites internet Et aujourd'hui, si on n'a pas sa chaîne YouTube, on ne peut pas être rabbin. Exactement, voilà. Donc, chacun diffuse ses messages sur Internet avec tous les moyens technologiques possibles. Cependant, comme l'a dit tout à l'heure le Rav Gary Sholom Cohen, ce n'était pas du tout une évidence. Il y a une sikha du Rabbi concernant la paracha Chaye Sarah, où le Rabbi pose la question du nom qui est donné à cette paracha. Cette paracha donc, traite de tout ce qui a eu lieu après la vie de Sarah. Et donc Sarah, l'épouse d'Abraham, avait déjà quitté ce monde. Et pourtant, le nom qui est donné à cette paracha, c'est Chaye Sarah. Et le Rabbi explique que Sarah avait un petit peu une conception différente de celle d'Abraham. Et au cours de toute cette paracha d'après la vie de Sarah, on découvre que le message que Sarah a voulu transmettre, ce message-là est passé. Et d'une certaine manière, Abraham lui-même a évolué dans sa manière Donc vous voulez dire que le message du Rabbi, de sa révolution du début des années 60, 50... Ce que je voudrais dire, c'est que beaucoup de choses qui ne faisaient pas consensus à l'époque sont devenues une évidence pour tous. On a un message aujourd'hui qui est passé et qui est accepté par tous. C'est sur ces belles paroles qu'on va terminer notre deuxième partie. Et on se donne rendez-vous pour la troisième partie de notre émission spéciale à l'occasion du Gimel Tammuz.